Ok, let's go, et c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Rookscast numéro 29. Ok, troisième et dernier épisode de notre petite série, ça commence bien, sur les différentes structures du corps. On a vu les os, on a vu les tendons, et forcément, on vous l'a annoncé, on va voir les muscles. Les muscles, on les sent tous les jours. Quand on marche, ils servent tout le temps. Quand on court, quand on soulève un sac de course, quand vous tapez sur le clavier, quand vous souriez, quand vous faites la gueule, et ben tous les mouvements volontaires que vous faites viennent forcément d'une contraction musculaire. Voilà, c'est tout. Mais le muscle, il sert à bien d'autres choses que ça. Il va stabiliser vos articulations, il va maintenir votre posture, il va produire de la chaleur quand vous avez froid, quand vous frissonnez, vos muscles se contractent rapidement pour que vous ayez moins froid. Et ils vont, même influencer votre métabolisme. Et oui, parce qu'il y en a 600 à peu près dans votre corps. Alors imaginez ce qu'ils peuvent faire. Certains sont plus gros et puissants, comme les quadris ou les fessiers, et d'autres sont tout petits, comme ceux qui bougent vos yeux ou vos doigts avec précision. Et aujourd'hui, on va voir la magie. Oui, parce qu'on a vu que c'était magique un os, on a vu que c'était magique un tendon, et ben forcément derrière un muscle, c'est tout aussi magique, c'est splendide, et on adore la biomécanique ici. Alors, on va voir en quoi c'est fait, comment c'est fait un muscle de l'extérieur vers l'intérieur. Comment le muscle se contracte. Bah oui, parce que c'est mignon, mais intentionnellement, quand vous voulez bouger un doigt, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez lever un orteil, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe qu'on n'y arrive pas non plus? Qu'est-ce qui se passe qu'on n'y arrive pas? Ouais, les cours de français, c'est en cours aussi. Comment le muscle grossit quand on s'entraîne? Pourquoi? Ce qui se passe quand un muscle se déchire aussi, parce que ça arrive. Et derrière, comment il va se réparer? Et comment on peut éviter les blessures encore une fois. Ok? On va voir tout ça simplement, tranquillement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir tout ça? Et c'est parti! Donc, première étape, la structure d'un muscle. On va voir ça par emboîtement de poupée russe, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va prendre le bibi, le biceps, ce muscle du bras que vous contractez quand on monte sa force. Et oui, parce qu'on s'est tous mis devant un miroir un jour, entre potes ou pas, et on a essayé de contracter les bibis. Alors niveau 1, le muscle en entier. De l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Le biceps. Il a une forme de fuseau avec un ventre musculaire. Et de part et d'autre, nos fameux tendons, d'une extrémité à l'autre, qui vont venir l'attacher aux différents os. Le muscle, il est enveloppé dans une membrane qu'on appelle le fascia ou épimysium. C'est un peu comme un film alimentaire autour du muscle. Grosso modo, le fascia, c'est le sac de congélation dans lequel vous avez mis le steak haché. Le steak haché, c'est votre muscle, ok? Ça va le maintenir en forme, ça va le protéger, et ça va lui permettre de glisser contre les petites structures qui sont autour. Right? Niveau 2, les faisceaux. Si vous ouvrez le muscle, mais ne le faites pas, hein, au cas où, vous verrez qu'il n'est pas uniforme. Et il est divisé en plusieurs faisceaux. Comme le blanc de poulet quand on essaye de l'effilocher. Ok, ça fait comme un ficello. C'est un peu ça. Sinon, la bavette d'aloyau aussi. Très très bonne pièce de viande. Vous allez pouvoir voir les différents faisceaux. C'est comme les segments d'une orange. Chaque faisceau contient des centaines de fibres musculaires. Et chaque faisceau est enveloppé dans sa propre membrane qu'on appelle le périmysium. Ok? Niveau 3, on rentre encore un petit peu plus dans le détail. Les fibres musculaires, donc les cellules musculaires. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Dans chaque faisceau, il y a des dizaines, voire des centaines de fibres musculaires. Et c'est là que c'est intéressant. Une fibre musculaire, c'est une cellule. Mais c'est pas n'importe quelle cellule. C'est une des plus grosses cellules de votre corps. Et elle peut faire plusieurs centimètres de long. Et elle n'a pas un seul noyau comme la plupart des cellules. Elle en a des centaines, voire des milliers qui sont alignés comme des petits colliers de perles. Ok? Et chaque fibre, elle est enveloppée dans une membrane fine qu'on appelle l'endomysium. Oui, tout le monde finit en mysium. Donc si on récapitule, ça fait épimysium tout autour du muscle, périmysium autour des faisceaux, et ensuite l'endomysium autour des fibres. Ok? Et c'est cet endomysium qui contient des capillaires sanguins, qui nous permettent accessoirement d'amener un petit peu d'oxygène et de nutriments, et aussi quelques nerfs au passage. Et ensuite, niveau 4, qu'est-ce qu'on a dans les fibres musculaires? On a des centaines de structures cylindriques qu'on appelle des myofibrilles. Et ça, c'est ces myofibrilles qui sont les véritables machines contractiles de vos muscles. Donc imaginez encore une fois des spaghettis qui sont serrés les uns contre les autres, qui vont venir remplir toute la fibre. Ok? On rentre encore un peu plus dans le détail, on a les sarcomères. Et là vous vous dites, mais ça s'arrête à un moment? C'est pas possible. Chaque myofibrille, elle est divisée en petites unités qui se répètent, comme des wagons dans un train. Et ces unités s'appellent les sarcomères. C'est la plus petite unité contractile du muscle. Un sarcomère, ça fait environ, allez, à la louche, 2,5 micromètres de long. Oui, c'est microscopique. Et vous en avez
des milliards, littéralement des milliards. Et à l'intérieur du sarcomère, ouais, on va encore plus loin. Il y a 2 types de filaments, et ça va vous rappeler vos cours de SVT. Il y a les filaments épais qu'on appelle la myosine. Donc c'est des protéines en forme de club de golf, avec une tête qui peut pivoter. Et des filaments fins d'actine. Et ça, c'est des protéines en forme de perles qui sont enfilées. N'hésitez pas à aller sur Google, à chercher une image, myosine, actine, vous trouverez, et ce sera déjà beaucoup plus parlant. Ok ? Mais retenez que ces filaments, ils vont être arrangés de façon très organisée. C'était le cas pour le tendon, c'est le cas pour les muscles, hein, ça ne change pas. Les filaments épais vont être au centre et les fins vont être autour. Et ils vont se chevaucher partiellement. Alors au microscope, cette organisation, elle va créer des bandes claires et des bandes sombres qui vont se répéter. Oui, ça va vous rappeler vos cours d'SVT, ça aussi. Et c'est ce qui donne au muscle squelettique son aspect strié. D'où le nom, très simple, de muscle strié. En médecine, on n'est pas toujours trop compliqué, hein. Un truc qui est strié, on l'appelle muscle strié. Voilà, point à la ligne. Suivant. Allez, la contraction, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où c'est magique. Quand votre cerveau va envoyer un signal du genre contracte-toi à votre muscle. Ce qui se passe au niveau du sarcomère, c'est que les têtes de myosine, donc les machins en club de golf, là, ils vont s'accrocher au filament d'actine. Donc imaginez des millions de petites mains qui attrapent une corde et qui vont tirer. Ok ? Donc les têtes, elles pivotent, elles tirent l'actine et ensuite elles remontent. Et elles retirent, et elles remontent, etc. Ou si vous allez sur YouTube, vous trouverez aussi. Donc les filaments fins glissent entre les filaments épais. Les têtes se détachent, elles se réarment, elles s'accrochent un peu plus loin. Donc comme si la myosine venait tirer sur une corde d'actine. Ok ? Et ça, elle va le faire encore et encore, des millions de fois par seconde, jusqu'à ce que le muscle bouge, tout simplement. Imaginez à chaque fois que vous bougez le biceps, c'est ce qui se passe. Donc le résultat, c'est que le sarcomère se raccourcit. Et des milliards de sarcomères qui se raccourcissent en même temps, ça fait des myofibrilles qui se raccourcissent, et derrière, ça fait des fibres musculaires qui se raccourcissent, et derrière, ça fait un muscle entier qui se contracte. Et ce mécanisme de glissement des filaments, il a été découvert dans les années 1950, et ça a même valu un petit prix Nobel. Voilà, au passage, ça c'est pour la culture G. Et derrière, qu'est-ce qui se passe quand le signal s'arrête ? Les têtes de myosine, elles se relâchent, l'actine, elle revient à sa position, et le muscle se relâche. Ok ? Alors comment ça se passe ? Comment ça marche ? Il faut un petit peu d'énergie pour tout ça. Eh oui, et c'est là où on a l'ATP. Et on en a parlé dans un podcast précédent, ok ? Pour que les têtes de myosine puissent pivoter, elles ont besoin d'énergie. Et cette énergie, elle vient de l'ATP. C'est une molécule d'énergie universelle. Chaque fois qu'une tête de myosine tire, elle consomme une molécule d'ATP. Donc c'est de l'adénosine triphosphate, pour ceux que ça intéresse. Donc pour une seule contraction musculaire brève, il y a des milliards d'ATP qui sont consommés. Des milliards, c'est complètement fou. Et heureusement, vos cellules musculaires fabriquent de l'ATP en continu. Tant qu'elles ont du carburant, donc du glucose, des graisses et de l'oxygène, elles vont continuer à faire de l'ATP. Bah oui, parce que sinon, on serait un peu foutu depuis le temps, non ? Et alors, comment le muscle est grossi ? Parce que c'est bien beau. L'hypertrophie, comment ça se passe ? On en a parlé dans le podcast sur la force. Quand on s'entraîne, quand on soulève des poids... Ah bah oui, le podcast sur la force, on vous invite à l'écouter au cas où. Mais d'abord, terminer celui-ci. Donc, on soulève des poids, on s'entraîne, et derrière, les muscles deviennent plus gros. Mais c'est pas le nombre de fibres qui va venir augmenter. Le nombre de fibres, il est déterminé très tôt dans la vie, avant la naissance et pendant l'enfance. Ce qui grossit, ce sont les fibres existantes, où chacune va devenir plus volumineuse. Et ça, c'est l'hypertrophie. Donc quand on fait de la muscu, quand on crée des microdommages dans les fibres musculaires, c'est normal et c'est ce qu'on souhaite au passage, ces microdommages, ils déclenchent une réponse de réparation. Et on a des cellules satellites, donc c'est des petites cellules souches musculaires qui sont situées à la surface des fibres. C'est pour ça qu'elles s'appellent satellites, parce qu'elles sont autour, elles ne sont pas à l'intérieur complètement. Donc ces cellules, elles s'activent, elles se multiplient, et ensuite elles fusionnent avec la fibre musculaire, ce qui va donner en donnant leur noyau. Donc plus on a de noyaux, plus on a de capacité de production de protéines. Et ensuite, on va commencer à parler un petit peu scientifique, ou médical, mais bon, on va simplifier, on a simplifié au maximum. Restez avec nous, ça va bien se passer. Les ribosomes, donc ça c'est des usines à protéines de la cellule. Donc les ribosomes, ils fabriquent plus de protéines contractiles, donc l'actine et la myosine. Le ribosome fait de l'actine et de la myosine. Ces protéines s'ajoutent aux myofibrilles existantes, donc les rendant plus épaisses. Et parfois, on a de nouvelles myofibrilles qui se forment. Vous avez suivi ? Bon, résultat, la fibre musculaire elle grossit, plus on a de myofibrilles, plus c'est épais, plus il y a de protéines contractiles, plus il y a de force. Ok ? Et on a deux types d'hypertrophie.
On a l'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. Encore une fois, on en a parlé dans le podcast sur la force. Voilà. L'hypertrophie myofibrillaire, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation des protéines contractiles, donc l'actine et la myosine. Ça, c'est du vrai muscle fonctionnel et ça va augmenter la force proportionnellement au volume. Ensuite, on a l'hypertrophie sarcoplasmique. Là, c'est une augmentation du sarcoplasme. Et c'est quoi le sarcoplasme? On n'en a toujours pas parlé. On a parlé de ribosome, d'actine, de myosine, d'épimysium, d'endomysium, et on nous rajoute encore un mot. Ouais, ça va bien se passer. Le sarcoplasme, c'est quoi? C'est juste le liquide à l'intérieur de la fibre. Voilà, c'est tout. C'est là où il y a du glycogène, de l'eau, des mitochondries, des capillaires. Voilà, c'est rien de plus. Et l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est quand on augmente le volume. Mais proportionnellement, on augmente moins la force. Donc les deux coexistent toujours, mais leur proportion va varier selon le type d'entraînement. Quand on a des charges lourdes et pas beaucoup de reps, on va avoir une amélioration myofibrillaire. Et quand les charges sont modérées et les reps sont moyennes à élevées, là on est plus sur du sarcoplasmique. Voilà, c'est tout, aussi simple que ça. Et en combien de temps on peut voir les résultats? Généralement, dans le premier mois, on va avoir un gain de force rapide, mais peu de croissance musculaire visible. Ça, c'est surtout les adaptations nerveuses. Encore une fois, on en a parlé dans un podcast précédent. Et oui, on se répète, mais c'est pour votre bien. Donc le cerveau apprend juste à mieux recruter les fibres. Okay. Au cours du deuxième mois, on a un début de croissance musculaire visible, où les fibres elles commencent à grossir. Ensuite, ça continue. En 3 à 6 mois, on a une croissance musculaire qui est claire, où là, les vêtements deviennent un peu plus serrés, et ça, c'est cool. Ça, c'est très satisfaisant quand on fait du sport. Et ensuite, au bout des années, on a une croissance qui continue, mais qui est ralentie. Bon, là, c'est un peu moins cool. Les premières années d'entraînement sérieux, ça donne les gains les plus spectaculaires. Mais la patience reste toujours la clé. Le muscle ne se construit pas en une semaine, mais sur des mois et sur des années. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Parce que quand on abuse, c'est là où on risque la casse, c'est là où on risque la déchirure musculaire. Parce que c'est douloureux, c'est spectaculaire, mais heureusement, encore une fois, le muscle se répare assez bien. On a différents niveaux de blessure. Okay. Premier niveau, la courbature. C'est les DOMS. Delayed Onset Muscle Soreness. Okay, on la refait. Delayed Onset Muscle Soreness. Et on répète après moi. Non, je rigole. Donc ça, c'est juste quand on fait un nouvel exercice. On en fait beaucoup après une pause. Et 24-48 heures plus tard, les muscles sont raides et douloureux. Donc c'est des courbatures. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, c'est très simple. On a créé des micro-dommages dans les fibres musculaires. Donc ça, c'est des petites déchirures microscopiques au niveau des sarcomères. Okay, et ça arrive surtout après du travail excentrique. Eh oui, encore le même, franchement. Et ça déclenche une inflammation légère. Donc on a des cellules immunitaires qui vont arriver pour nettoyer les débris. Et cette inflammation, c'est juste ça qui va vous faire mal. Voilà. C'est pas le muscle à proprement parler. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. Et c'est même un stimulus de croissance. Parce que le muscle va se réparer et il va devenir plus fort. Ça dure généralement 2 à 7 jours, ça passe tout seul. Et il n'y a rien à faire, juste à bouger, à faire une récup active, à s'hydrater et à manger des protéines. Et surtout, éviter encore une fois les anti-inflammatoires qui, eux, vont ralentir la réparation. Ok, donc ça c'est pour la courbature, level 1. Level 2, l'élongation. Là c'est déjà moins drôle. Vous étirez trop un muscle brusquement. Ou trop brusquement un muscle. Au choix, vous mettez les mots dans l'ordre que vous voulez. Vous sentez une douleur aiguë, mais vous pouvez continuer à bouger. Ok, c'est juste que quelques fibres se sont allongées au-delà de leur capacité. Donc ça va créer des micro-déchirures qui sont plus importantes qu'une simple courbature, mais c'est ok. Donc la douleur, elle reste localisée. On a un petit peu de gonflement, c'est sensible au toucher, et l'amplitude, elle peut être réduite au niveau du mouvement. La gravité, elle est légère, ok. C'est juste qu'on a une rupture de quelques pourcentages de fibres. Donc en 1 à 2 semaines, c'est ok. D'accord ? Par contre, il va falloir avoir un petit repos relatif. On laisse les choses en place. On va pas retourner faire une séance de deadlift sur les ischios direct le lendemain. Et on va juste bouger, faire sa vie tranquillement le temps que ça passe. Ok ? En continuant progressivement le sport et en reprenant, encore une fois, progressivement. Ok ? Ça, c'est ce qui se passe en 2. Et ensuite, on passe au niveau 3. El clacaggio, la déchirure partielle. Donc généralement, ça arrive sur un mouvement explosif, un saut, un sprint, un changement de direction, où on sent ou on entend un clac et ou une déchirure nette. Donc la douleur, elle est vive et généralement,
dans 99,9% des cas, vous arrêtez immédiatement. Ok, on ne va pas chercher à continuer parce que ça fait bobo. On a une portion qui est significative des fibres qui s'est déchirée. C'est le fameux claquage. Ok, donc la douleur, elle est intense, elle est immédiate, ça gonfle. Il y a parfois, assez souvent, un beau petit bleu qui commence à apparaître et juste une impossibilité de contracter le muscle normalement dans l'instant direct. Directement après. Ok, et une perte de force relativement importante. Parfois même, quand vous vous êtes vraiment pas raté, on peut sentir un creux ou une bosse. Bah, c'est le muscle déchiré qui se rétracte. Et là, c'est pas ouf, hein. C'est plutôt sérieux comme bail. On a une rupture qui va jusqu'à 50% des fibres. Donc généralement, ça arrive aux ischios, on l'a dit, le mollet, le quadri ou les adducteurs. Et à ce moment-là, par contre, on n'est pas sur un délai de quelques jours à quelques semaines, mais on parle plutôt de 1 à 3 mois en fonction de la gravité. Ok ? Et le traitement, bah, ça va être un repos, mine de rien, assez rapide, mais on va retourner assez rapidement en selle avec des exercices simples et ciblés sur le muscle qui a été endommagé. Donc il y a petit passage à l'écho pour évaluer la gravité de la chose, et ensuite une rééducation progressive avec un kiné adapté, et pas de papouille, pas de tense ou autre, hein. Ça, c'est des exos, c'est de l'actif. C'est pas vous qui allez faire une petite sieste sur la table, c'est finito ça. Donc ça, c'est pour la déchirure. Et au-dessus de la déchirure, vous dites, mais il y a quoi? Il y a la rupture. Ouais, c'est comme pour le tendon. C'est très rare, mais c'est vraiment pas cool. C'est quand on a une rupture complète du muscle. Toutes les fibres sont coupées à un endroit. Donc vous vous dites bien que le bobo, il est correct, donc une douleur relativement extrême au moment de la rupture, qui est assez souvent décrite comme un coup de poignard. Ok, et on a clairement une déformation qui est visible où le muscle se rétracte et ça va créer une belle petite bosse. Ok, encore une fois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher sur Google Images. Vous allez tomber sur souvent un beau petit biceps ou un beau petit mollet qui est remonté et qui va former une grosse patate sous la peau, quoi. Et grosso modo, on a une perte totale de fonction. Ok, le traitement, ben, il est chirurgical généralement, où on va recoudre le steak, puis l'immobiliser le temps que celui-ci se remette en place, que le corps fasse le taf. Et on a un retour au sport qui se compte là clairement en mois, voire peut-être en années en fonction du morceau qui a été flingué. Et alors là, vous vous dites, pourquoi ça se déchire? Eh bien, comme pour le tendon, généralement, une contraction violente sur un muscle étiré, c'est le mécanisme classique. Le muscle, il est étiré. Donc, par exemple, votre jambe, elle est loin derrière pendant un sprint. Et en même temps, il se contracte puissamment pour propulser. Donc, les fibres, elles sont tendues au max. Elles vont pas supporter. Et derrière, slack, bah, ça pète, tout simplement. Si vous rajoutez à ça un petit peu de fatigue, donc un muscle fatigué ne va pas pouvoir absorber les forces correctement comme il le ferait s'il était frais et dispo, du genre en fin de match quand vous êtes cuit, bah, c'est plus fréquent au niveau des déchirures. Rajoutez parfois un petit déséquilibre musculaire. Donc si vous avez l'habitude d'avoir un quadri droit qui est au max, et bah, les ischios derrière, ils sont peut-être pas forcément au top. Bah, le plus faible peut se déchirer. Ok, si vous n'êtes pas allé vous échauffer, et oui, on le recale ici, notre petit échauffement. Et n'hésitez pas à écouter le petit podcast numéro 6 où on parle justement des échauffements et des étirements. Vous allez en apprendre un petit peu plus. Ok, on rajoute, comme pour le tendon, une petite déshydratation. Les fibres musculaires, elles ont besoin d'eau pour maintenir leur élasticité. Ok, et d'autant plus si vous avez un antécédent. Si un muscle s'est déjà déchiré une fois, et ben généralement c'est plutôt exponentiel au niveau de la récidive. Donc quand ça arrive, prenez-en bien soin, faites les choses correctement avant de retourner sur le terrain, parce que sinon vous risquez juste une déchirure supplémentaire, et à ce moment-là, le risque il est encore plus élevé pour la suivante, et la rééduque elle est encore plus longue, donc vous allez juste rien gagner du tout. Ok ? Une fois que c'est claqué, par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément la réparation musculaire, on l'a dit. Le corps est bien foutu, que ce soit pour le tendon ou pour le steak, il sait bien se démerder. Donc qu'est-ce qui se passe? Primo, on a une destruction et une inflammation qui se met en place. Ok, dès la blessure, les fibres déchirées meurent. C'est simple. On a des cellules immunitaires, donc tout ce qui est macrophages et tutti quanti. Bref, on a Pac-Man qui vient enlever tout le bordel. Ok, donc nettoyer les débris. Et c'est là où on a une petite inflammation. Donc c'est chaleur, rougeur, gonflement et douleur. On peut avoir un hématome en fonction du grade de la déchirure. Donc ça, c'est juste le sang qui va venir s'échapper des vaisseaux qui ont pété. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a les cellules satellites qui s'activent. On en a parlé un petit peu précédemment.
elles vont se multiplier et fusionner pour former juste de nouvelles fibres musculaires. C'est le même principe que quand on veut faire du steak, sauf que là, il y a beaucoup moins de steak et qu'on va juste recréer le muscle qu'on a flingué. Donc en même temps, on a des fibroblastes. Donc ça, c'est des cellules qui fabriquent du tissu cicatriciel. Les fibroblastes, ils arrivent en gang et ils vont déposer du collagène pour combler le trou, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la cicatrice. Le problème, c'est que cette cicatrice, elle est en collagène et elle n'est pas en steak. Et nous, ce qu'on veut, c'est du steak. Donc cette cicatrice, elle est rigide, elle n'est pas contractile. Et si elle est trop importante, le muscle, il va perdre sa fonction. Ouais, parce que c'est pas du tout le même morceau qu'on a remis. Donc derrière, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des nouvelles fibres musculaires matures. Donc elles vont devenir plus fortes, mieux vascularisées et mieux innervées. Ensuite, la cicatrice, donc le collagène, ça va se réorganiser. Ça va devenir un peu plus souple, mais jamais autant qu'un muscle normal. Et petit à petit, progressivement, étape par étape, semaine après semaine, vous avez compris, le muscle il va retrouver sa force. Mais pour ça, il faut de la patience et il faut une rééducation bien menée. Encore une fois, on le répétera jamais assez. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au début, donc sur la phase aiguë, dans les premiers jours, il ne faut pas faire grand-chose. Pas de chaleur, pas de massage, ça peut aggraver le saignement, c'est juste pas ouf. Repos, élévation, tranquille, on attend que ça passe. Voilà, on laisse le corps faire son taf, il est très au point là-dessus et il sait quoi faire. Ok ? Ensuite, une fois que ça va bien, au bout de 4, 5, 6 jours, là on va commencer à bouger tranquillement, sans générer de douleur. On va pas forcément chercher des étirements, on va juste bouger, faire des petites contractions isométriques, douces. Donc pour tout ce qui est contractions isométriques, si vous ne savez pas ce que c'est, on vous invite forcément à écouter le podcast numéro 20 qui parle de tout ce qui est travail isométrique, du pourquoi, du comment. Ok ? Le but, ça va juste être d'éviter que le muscle se raidisse complètement, mais sans forcer la réparation. Ok ? Ensuite, après 2 semaines, on va aller sur un renforcement progressif. On va mettre en place les contractions concentriques et excentriques. Et si vous savez toujours pas ce que c'est, hop là, on retourne sur les podcasts 21 et 22. On vous laisse écouter ça et vous revenez ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Semaine 2 pendant un mois à peu près, pendant 4 semaines. On va aller sur des charges légères puis croissantes et on va chercher une amplitude de mouvement complète. Donc on va chercher juste à retrouver ce qu'on avait perdu au niveau de l'amplitude, mais pas forcément encore au niveau du steak en fonction du grade. Ok ? Par la suite, après avoir mis en place tout le renfort correctement, de manière structurée, on va aller vers un retour au sport. Okay, avec des exercices spécifiques à celui-ci, des travails de vitesse, de changement de direction, etc., etc. Avec des tests pour valider si le steak, si le muscle est prêt à retourner sur le terrain. Et pour que le muscle soit opérationnel, pour qu'on valide le retour au sport, on ne veut bien évidemment aucune douleur. On veut une force à 90% par rapport à l'autre côté, une amplitude complète, ça c'est forcément logique, et que les tests fonctionnels soient réussis. Okay, parce qu'encore une fois, si on reprend trop tôt, on va juste avoir un risque majeur de redéchirure qui sera pire que la première. On le répète. Alors, c'est bien tout ça. Maintenant, vous flippez et vous vous dites, mais comment on peut éviter de se blesser ? De se blesser, yo hop là, l'Alsace toujours avant tout. Hein. Et on le répète, un échauffement de 10-15 minutes tranquille avant l'effort. On va faire un petit cardio léger, commencer à mobiliser les articulations, à faire des petits étirements dynamiques. Et là, vous vous dites, c'est quoi des étirements dynamiques ? Et là, on vous répond, bien sûr qu'on a un podcast sur les étirements. Le 6, si vous ne l'avez pas écouté, étirements et échauffement. Vous aurez toutes les réponses. On va monter progressivement en intensité pendant l'échauffement. Parce qu'un muscle chaud, c'est un muscle qui est élastique et qui est donc moins fragile. En plus de ça, il sera intéressant de mettre en place un renforcement équilibré, où on va chercher à travailler un petit peu tous les groupes musculaires, pas juste ceux qui se voient. Travailler les agonistes et les antagonistes. Donc travailler les quadris et les ischios. Travailler dans un sens et dans l'autre. Les pecs dans un sens et dans l'autre, pardon. Les pecs et le dos, ok ? Parce qu'on le répète que les déséquilibres, à long terme, ça va juste créer des points faibles qui vont vous foutre dans la merde. Hein. On va pas commencer à mâcher les mots. Derrière, ce qui sera bien aussi, c'est de faire du travail excentrique. Et l'excentrique, on retourne sur le podcast. On en a déjà parlé. Donc les déchirures, elles arrivent souvent, on l'a dit, en contraction excentrique, quand le muscle s'allonge sous tension. Donc faire du renforcement dans ce type de contraction, de manière régulière, c'est surtout pour les muscles à risque, tout ce qui est ischio-mollet. Et c'est là où on va avoir un très bon intérêt de la prévention, de ces exercices en prévention. Les mots étaient toujours pas dans l'ordre, mais vous avez compris. Ensuite, on l'a dit quoi ? Boire, dormir, manger. Bon, ça, c'est les classiques. Mangez vos protéines
pour récupérer, pour faire de la viande. Buvez assez parce qu'un muscle déshydraté perd son élasticité. S'il perd son élasticité, et bah il claque, c'est tout simple. Et si vous êtes cuit, si vous avez passé une énorme journée de taf, c'est peut-être le moment de relâcher un petit peu la pression sur l'entraînement et pour revenir frais et dispo le lendemain. Ok ? Écoutez les signaux, écoutez votre corps. S'il vous parle, c'est pas pour rien. Si vous avez toujours une douleur au même endroit, c'est peut-être un signal d'alarme. Si vous êtes ch'tif, si vous êtes raide, c'est peut-être signe d'un surentraînement. C'est peut-être le moment de commencer à vous étirer un petit peu, à rajouter des sessions de récup active après vos séances. Parce que vos muscles, ce sont des machines extraordinaires, c'est des moteurs qui vous permettent de bouger, de sauter, de faire plein de choses. Hop là. Ils vont s'entraîner, ils vont s'adapter et ils vont grossir pour devenir plus forts et plus endurants. Mais quand ils se blessent, c'est douloureux, c'est frustrant, mais avec du repos, intelligent, adapté, avec une rééducation progressive, ça se répare et vous allez pouvoir revenir sur le terrain. Ok ? Prenez soin de vos muscles, prenez soin de vos tendons aussi et de vos os. Tout est un ensemble. Et j'espère que cette petite série vous a plu, que vous allez mieux comprendre ce qui se passe, que vous allez pouvoir mieux vous entraîner. Alors, faites ça correctement et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, pour un prochain podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre quelques étoiles si vous êtes sur une plateforme de streaming, à mettre un petit like si vous êtes sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la bise!